et messieurs, bienvenue à ce qu'il fallait démontrer. Une récente étude de la Fondation Mo Ibrahim a révélé l'état des systèmes éducatifs en Afrique et les résultats frappent. À l'œil, les systèmes éducatifs dans les pays francophones, précisément d'Afrique, sont très en retard sur les autres pays, notamment anglophones. Peu de notes positives pour les pays d'Afrique francophone de l'Ouest surtout. C'est le constat donc révélé par cette étude qui a passé un bout de temps à noter justement les différents systèmes éducatifs. On va donc en parler au cours de cette émission, ce numéro 2, ce qu'il fallait démontrer. Anissé Kalosuke, bonjour. Bonjour Tanguy. Mesdames et messieurs, bonjour à vous aussi. Et merci surtout d'être fidèles au rendez-vous hebdomadaire sur Canal 3 Bénin tous les jeudis à partir de 21h. Si le temps nous le permettait, on va s'intéresser un peu à la politique, notamment avec le cas de concertation des partis politiques de l'opposition mis en place justement par les forces intéressées par cette tendance politique au Bénin. C'était au début de cette émission, de cette semaine, pardon. On dira deux mots à ce sujet. On va commencer par notre principal sujet d'actualité. Il s'agit de cette révélation de la Fondation Mo Ibrahim concernant les systèmes éducatifs en Afrique. Ma première question, c'est quand même une curiosité. On a l'impression que c'est le jour et la nuit entre les systèmes éducatifs quand on est en milieu francophone et quand on est en milieu anglophone. Surprise, inquiétude ou c'est une normalité des choses dont on n'a pas parlé très souvent? Alors moi, de mon point de vue personnel, c'est quelque chose que j'avais déjà perçu depuis un moment. Vous vous souviendrez qu'au cours de plusieurs émissions ici, j'ai toujours martelé que notre talent d'Achille, c'est le système éducatif. Et donc que Mo Ibrahim fasse une étude qui révèle aujourd'hui ce que nous savons n'est pas du tout une surprise. Je pense d'ailleurs que les pouvoirs publics, qu'ils soient en Afrique francophone ou partout ailleurs en Afrique, savent très bien à quoi s'en tenir du point de vue des systèmes éducatifs que nous avons. Donc pour moi, il n'y a absolument aucune surprise. Alors, c'est vrai qu'on a quand même deux systèmes qui sont assez différents. Pour les petites informations glanées ça et là, on cumule au milieu anglophone, au milieu anglophone, la formation à la fois théorique et pratique. Une partie de la journée est réservée pour la théorie et l'autre pour la formation pratique. Pourtant, on ne peut pas dire fondamentalement que le développement, le niveau de développement est, ma foi, nettement différent entre les deux types de pays. Peut-être pas, mais oui, peut-être c'est pas forcément le jour et la nuit, comme vous le disiez, mais il y a quand même, à mon sens, un certain attachement à la pratique du côté anglophone. Les anglophones ne se préoccupent pas trop du parchemin. C'est-à-dire que même quand vous avez le parchemin, ce qui vous distingue de votre collègue, c'est votre compétence. Or, nous savons que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance, le diplôme n'est pas une présomption de compétence. Or, nous autres avons la culture du diplôme et nous pensons que quand on a le diplôme, tout est accompli. Or, pour revenir un peu sur la grosse polémique qu'il y a eu entre-temps, quand le président disait quelque part que le Bénin était un désert de compétences, vous avez vu à quel point ça a indigné tout le monde. Parce que tout le monde s'imagine que la forêt de diplômes que nous avons est la solution à tous les problèmes de notre développement. Or, c'est pas forcément ça. Il y a dans notre système éducatif une place très grande qui est accordée à la théorie et ça fait que nous sommes tous de grands bavards. Le problème, est-ce que c'est la théorie? Le problème, est-ce que c'est le diplôme? Est-ce que c'est le nombre de diplômes que nous avons? Je ne vois pas, en fait, là où se situe fondamentalement ce que vous reprochez au système éducatif francophone. Ce que je reproche au système éducatif francophone, c'est qu'à partir du moment où vous avez lu 200, 300 livres dans votre vie et que vous êtes en mesure de recracher tout ce que vous avez lu dans ces livres-là, on vous donne un parchemin et ça vous donne le droit d'occuper un poste de responsabilité. Or, ça ne veut pas dire que vous savez faire grand-chose. Ça ne veut rien dire du tout d'ailleurs. Ce n'est que de la culture générale. Or, dans le milieu anglophone, on apprend à faire un métier. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons
des jeunes qui ont étudié les ressources humaines, qui ont fait les sciences sociales, qui ont fait les mathématiques même, la physique. Et puis au bout du compte, quand ils ont leur master, on dit vous allez suivre 6 mois de formation pour devenir entrepreneur. Et on va mettre des fonds à disposition pour que vous puissiez ouvrir des entreprises. Mais être entrepreneur, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise quand on a déjà un diplôme. C'est un métier qu'on apprend. Et quelle que soit la branche qu'on a choisie dans la vie, c'est quelque chose qu'on apprend pendant de nombreuses années. Et donc nous avons aujourd'hui des DRH par exemple, à qui on dit bon, on fait une petite formation et puis on vous donne de l'argent et vous allez au champ, vous allez dans les vanneries, vous allez dans les usines pour entreprendre et vous allez voir que le résultat c'est que nous avons des petits entrepreneurs et dont les plus chanceux, ceux qui réussissent, sont les personnes qui arrivent à mettre en bouteille quelques liquides qui ne fermentent pas et qui permettent de nous désaltérer. En dehors de ça, vous ne verrez pas une grande transformation économique dans notre environnement qui soit la conséquence de cet investissement massif de fonds pour avoir des entrepreneurs. Peut-être parce que longtemps on n'a pas fait de l'industrialisation une priorité, peut-être qu'au départ. C'est pas seulement l'industrialisation, on n'a pas fait du développement une priorité. En fait c'est ça. On n'a pas fait du développement une priorité parce que c'est l'école qui est, on va dire, le baromètre de votre ambition pour le développement. C'est l'école. Quand on regarde votre école, on doit savoir jusqu'où vous avez envie d'aller, comment vous avez envie d'y aller, parce que c'est la qualité mentale des enfants qu'on forme qui constitue, on va dire, la richesse du pays qu'on va avoir demain. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde se bat pour les libertés publiques, tout le monde se bat pour les droits de l'homme, alors que personne n'est formé à connaître les droits de l'homme et à les respecter. Mais si vous allez former des élèves qui, au bout de 10 ans, à partir d'aujourd'hui, d'ici 10 ans, sont massivement informés de ce que c'est que les droits de l'homme, sont massivement informés de l'importance que les droits de l'homme peuvent avoir dans un processus de développement, on n'a pas besoin d'aller faire des démarches particulières, des mouvements spécifiques pour obtenir des libertés publiques ou le respect des droits de l'homme. On n'a pas besoin de ça, parce que ça va de soi. Ça va de soi avec la qualité des hommes que vous formez. Donc, si nous avons tous ces problèmes et que nous sommes obligés aujourd'hui d'aller dans la rue pour demander les libertés publiques, nous sommes obligés d'aller dans la rue pour demander le respect des droits de l'homme, c'est parce que justement, il n'y a pas une formation qui soit à la hauteur de nos attentes. Et moi, quand je dis ça, vous verrez que dans le classement qui a été fait, il y a, sur les 40 premières universités africaines, l'Afrique du Sud en compte 15. Il y a 15 universités de l'Afrique du Sud qui figurent dans le top 40 des meilleures universités africaines. Ça n'a rien de surprenant. Parce que l'université a été pensée. C'est quoi, ils ont eu une politique particulière? Je suppose qu'ils ont une politique particulière parce que je me souviens d'une phrase de Nelson Mandela qui me paraît être un testament qu'il nous a laissé et qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Quand un président dit ça, c'est qu'il a une politique qui correspond à ce qu'il dit. Donc il n'y a rien de surprenant à ce que l'Afrique du Sud soit aujourd'hui un pays dans lequel l'éducation occupe une place charnière. L'Égypte, dans ce classement, a 11 universités sur les 40. 11 sur les 40 meilleures d'Afrique. L'Égypte n'est pas un pays des droits de l'homme. L'Égypte n'est même pas un pays de liberté publique. En Égypte, le 14 août 2013, on a massacré 800 personnes qui prétendaient, au nom de la liberté, faire de l'anarchie. Mais nulle part vous n'entendrez parler de l'Égypte comme d'un pays qui est au banc des accusés. Nulle part. Parce qu'ils ont un système éducatif puissant et que ça fait d'eux un grand pays. Alors moi,
quand je prends ces deux exemples-là, je me dis que nous autres, nous avons des priorités qui sont aux antipodes de... Vos exemples m'intéressent très bien. On va commencer par le tout premier, l'Afrique du Sud. Vous dites sur 40 universités, l'Afrique du Sud quand même présente dans le top 40, mettons une quinzaine d'universités. Ça ne fait pas de l'Afrique du Sud d'abord le pays le plus industrialisé ou le plus développé en Afrique, notamment en Afrique dans les pays qui parlent la langue anglaise. Et secondo, c'est le pays où quand même la criminalité est un fort taux, on a les enfants qui sont sans emploi, sans boulot, l'économie relativement tenue par des étrangers qui la font tourner d'une certaine manière dans un système fondé sur l'apartheid et qui découle justement de la philosophie même économique de l'apartheid. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que avoir 15 universités sur les 40 fait de l'Afrique du Sud la nation la plus éduquée qui a évité tous les maux du monde. Alors si l'Afrique du Sud a 15 universités sur les 40, je crois qu'il faut attendre un certain temps pour avoir les effets induits de cette politique d'excellence dans le milieu de l'éducation. Donc je pense qu'il est trop tôt pour faire un bilan. On ne sait pas à quelle année, je n'ai pas regardé dans les archives pour voir en quelle année précisément il y a eu un véritable changement dans la scolarisation. Mais il ne faut pas oublier qu'avant Nelson Mandela, la communauté noire était marginalisée, n'avait pas droit à une bonne éducation, n'avait pas droit à une instruction de qualité. Et si vous avez ce que vous avez aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est à peu près normal. Donc, à partir du moment où, sous l'ère de Nelson Mandela, on a pris conscience de ce que la jeunesse qui est en train de se perdre là, se perd justement parce que ce qui leur manque fondamentalement, c'est l'éducation. Et qu'on a mis en place une politique dans ce sens. Il faut attendre le nombre d'années qu'il faut pour voir les effets. Parce que dans tous les cas de figure, une nation qui éduque ses enfants est une nation qui soigne son avenir, qui travaille à avoir un avenir radieux. Et il n'y a pas une autre façon d'avoir un avenir radieux que d'investir dans l'éducation. Il n'y en a pas une autre. Alors parlons de l'Égypte que vous admirez aussi très bien. L'élément qui attire mon attention dans votre raisonnement, c'est pas un pays des droits de l'homme et pourtant on a un système éducatif intéressant. C'est vrai que dans, je dois dire, l'espace maghrébin, l'Égypte présente quand même un système éducatif assez intéressant avec des formations qui sont orientées vers, je dois dire, l'avenir, avec des nouveautés qui collent bien au développement industriel. Sur le plan de BTP, etc., ils sont quand même très en avance. Et ça dit que c'est antinomique, c'est-à-dire le développement, l'avancée technologique, l'éducation sont antinomiques aux questions de liberté, de démocratie, etc. On a vu ce que ce pays a subi quand même sous Hosni Moubarak et après le printemps arabe. Alors, est-ce que c'est antinomique? Moi, je pense qu'il faut de temps en temps prendre des exemples de pays qui font des progrès sur le chemin du développement et faire des comparaisons. Est-ce que c'est antinomique? Moi, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Mais quand je regarde l'Égypte a un niveau d'avancée dans le développement qui n'est même pas comparable du tout au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne. Il n'y a aucun pays qui arrive à la cheville de l'Égypte. Alors, comment est-ce qu'ils font? Ça veut dire qu'il y a une recette pour arriver à ce point. Et que nous devons aller à l'école de ces pays-là pour aller copier la recette. Parce que la finalité, c'est ça. C'est de permettre, en fait, que tous les citoyens, à un moment donné, puissent profiter de la prospérité du pays en ayant du travail et en faisant en sorte que ce travail soit bien payé et que chacun soit à l'aise dans ce qu'il fait. C'est la liberté fondamentale. Et cela, lorsque les enfants sont éduqués, que leur niveau de conscience est élevé, ça règle tellement de problèmes que vous n'avez pas à faire, à décréter des séances de marche, de chant, de danse pour la liberté, pour la démocratie. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça ne se fait nulle part où c'est sérieux. Or, moi, je pense que nous avons beaucoup trop chanté, trop dansé. Nous avons beaucoup trop marché pour la démocratie au détriment de ce qui devrait être la priorité. Mais c'est l'essence de la vie, c'est l'essence même de l'homme. On ne peut pas faire de... C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer, mais je vous dis que ce sont des choses qui vont de soi, ça va tout naturellement. Si quelqu'un n'a pas un niveau de conscience
qui peut vivre dans une belle démocratie, vous faites tout ce que vous voulez, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Comment ça? La démocratie, c'est un niveau de confiance, un niveau de conscience élevé du citoyen. Est-ce que les systèmes éducatifs en Afrique francophone n'ont pas cette essence-là de leur inculquer justement ces valeurs-là, justement? On a appris la morale, on a appris les droits de l'homme, on a appris la Constitution, on a appris l'histoire de la France, la grande nation des libertés et de la démocratie. On donne l'exemple aussi facilement des États-Unis où la démocratie elle est belle et bien appliquée, etc. Partout sur notre parcours, on a appris tout ça. On n'a pas appris ça sur tout notre parcours. Ah oui? Non. Nous n'avons jamais eu un système éducatif cohérent. Comment? Nous n'avons jamais eu un système éducatif pensé sur plusieurs décennies. Jamais. Avant la Révolution, il y avait un système éducatif donné. Quand la Révolution est arrivée, il y a eu un système éducatif donné qui a commencé à péricliter, qui a commencé à donner des signes de soufflement. Il y a eu un bon mélange. Après la démocratie, après la conférence nationale, il y a eu encore un autre système éducatif. Mais personne ne peut dire aujourd'hui à quoi va ressembler le système éducatif dans 20 ans. Personne ne peut le dire. Donc ce n'est pas cohérent. Quel type de Béninois voulons-nous former? J'ai entendu le professeur Hans Oglele au cours d'une de ces anciennes bandes de la conférence nationale que quelqu'un jouait récemment. J'entendais à la conférence nationale le professeur Maurice Hans Oglele dire: nous devons définir quel type de citoyens nous voulons avoir dans la démocratie et travailler à former ce type de citoyens. Nous ne l'avons pas fait. Malgré l'école nouvelle, nous ne l'avons pas fait. L'école nouvelle, le nouveau programme. Il y a combien de personnes d'ailleurs qui sont informées des règles de démocratie dans notre pays? Il y en a combien qui sont informés véritablement? Oui, c'est peut-être à cause du niveau d'alphabétisation. Vous le savez, on fait beaucoup d'efforts maintenant pour amener tous les... C'est le système éducatif qui permet de ne pas avoir des analphabètes en masse. C'est ça le problème. C'est la qualité de votre système éducatif qui permet d'instruire tout le monde. Et quand tout le monde est instruit, tout le monde comprend. Oui, mais et quand tout le monde comprend, tout le monde applique. On ne peut pas instruire tout le monde quand on n'a pas les moyens, non? Vous savez que l'un des problèmes fondamentaux dont souffre notre système éducatif, c'est justement parce qu'on n'a pas les sous pour mettre dedans. Vous voyez, c'est un peu ça ce qui me gêne dans certaines politiques publiques. Je constate effectivement qu'on se dit qu'on n'a pas les moyens. On n'en a pas, on ne se dit pas. On n'en a pas. Nous avons largement les moyens. Comment ça? Nous avons largement les moyens d'avoir le meilleur système éducatif d'Afrique. Comment ça? Il faut combien? Le gouvernement actuel a proposé une vingtaine de lycées à construire depuis 2016 et je sais, en tout cas, que c'est les sous qui manquent. C'est pourquoi on tourne en rond. Alors ça, si c'est en 2016 seulement qu'on a pensé à ça, vous voyez bien que nous avons eu des décennies de retard. Les autres gouvernements ont fait en fonction des disponibilités financières. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Oui, on fait beaucoup de choses. On n'est pas resté à la seule université nationale du Bénin ou l'université du Dahomey. On est passé à 2 ou 3 universités désormais. Mais on a quand même le nombre de classes qui est meilleure université du Bénin est la 148e d'Afrique. La meilleure université du Bénin, la plus grande, est la 148e d'Afrique. C'est-à-dire que dans le top 40, on ne nous a pas trouvé. Dans le top 100, on ne nous a pas trouvé. Il a fallu aller au top 150 pour qu'on trouve l'Université nationale du Bénin. Vous ne comprenez pas à quel point nous sommes en retard? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose là à corriger? Notre système éducatif est le 148e. Sur un continent de combien? 153 pays. Il y a un problème qui se pose. Et nous ne pouvons pas dire tous les jours, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens. Vous voyez, chaque gouvernement fait ce qu'il peut. Mais chaque gouvernement fait ce qu'il peut en fonction de ce qu'il est venu trouver comme problème et ce qu'il est venu proposer. Il propose des solutions en fonction de ce qu'il est venu trouver. Mais moi, quand je regarde mon pays, c'est vrai, je n'ai pas la science infuse, je ne prétends pas non plus avoir tout compris. Mais le petit penseur que je suis s'assied parfois et se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que quand je regarde, je vois de très beaux marchés dans mon pays. Des marchés qui, ma foi, font rêver, parce que sur le continent, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et quand je tourne le regard de l'autre côté, je vois des classes, je vois un système éducatif
qui donne envie de pleurer parce qu'il est en arrière de plusieurs décennies. Mais ce n'est pas pour dire que les marchés, ça ne vaut rien. Ce n'est pas pour dire que les marchés, ça n'a pas de mérite. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas d'avenir dans les marchés. Notre avenir, c'est dans le système éducatif, c'est dans les classes. Les classes du Bénin. Les affaires, c'est important. Aujourd'hui, les classes du Bénin devaient ressembler un peu à ce que l'on voit quand on regarde nos marchés. C'est ça qui montrerait en fait que notre système éducatif nous préoccupe et que nous avons décidé de faire de notre école, de notre système éducatif, le socle de notre développement. Il faut d'abord que nos salles de classe ressemblent à nos marchés que le président Talon est en train de construire aujourd'hui. Toutes les salles de classe dans le pays doivent ressembler au minimum à ça. Mais ça ne fait pas le même lien. Et lorsque vous avez mis ça dans les salles de classe, ça veut dire que vous avez décidé de former des formateurs qui soient à la hauteur de ces ambitions-là. C'est toute une ambition qu'il faut se donner sur plusieurs décennies. Ça ne peut pas se faire en un quinquennat, ça ne peut pas se faire en deux quinquennats. Il faut absolument que nous puissions avoir un plan directeur qui nous conduise à avoir le meilleur système éducatif à terme. Parce que sans avoir le meilleur système éducatif, nous ferons tout. Mais nous ne connaîtrons jamais. Nous avons des plans décennaux de développement de notre système éducatif. On les a expérimentés. On a réajusté le tout dernier récemment. Vous voyez bien que tous ces plans successifs ne font que nous retarder parce que nous sommes toujours 148e, s'il vous plaît. C'est une honte. Oui, mais là, on a examiné que le système, l'enseignement supérieur à peu près, c'est à quoi il ressemble en matière d'offres de formation, etc. Ce n'est pas que l'offre de formation, c'est aussi les recherches. La recherche, la qualité de la recherche, la qualité de l'employabilité, il y a tout ça qu'on met ensemble. Donc, ça veut dire quoi? Que nous formons des jeunes qui ne savent rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous formons des jeunes qui ne sont pas orientés. Ça veut dire que nous formons des jeunes qui ne font aucune recherche, ou en tout cas, quand ils font des recherches, ils ne trouvent rien. Donc ça veut dire qu'il y a tout un système à repenser. Ce n'est pas en faisant toujours du replâtrage, du bricolage qu'on réussit à faire ça. Moi, je suis très heureux de voir que le président Patrice Talon a engagé à nouveau les études perspectives à long terme jusqu'en 1960. En 2060. Jusqu'en 2060. C'est très intéressant. Mais à l'intérieur de ces études, quand on se projette jusqu'en 2040 par exemple, quelle école voit-on? C'est de ça qu'il s'agit. Quelle école béninoise voit-on? Quels sont les types d'hommes que cette école forme? Est-ce que cette école forme des gens qui soient capables, d'ici 2040, de fabriquer les voitures que nous allons utiliser, de fabriquer les réfrigérateurs que nous allons utiliser, de fabriquer les postes téléviseurs que nous allons utiliser, de fabriquer tout ce que nous avons besoin d'utiliser? Si nous ne nous projetons pas dans ça, en fait, nous perdons notre temps. Oui, mais là, on est au niveau supérieur. On peut dire qu'au niveau maternel primaire, on a fait beaucoup d'avancées parce que quand on regarde un peu le taux de scolarisation des enfants aujourd'hui au niveau donc, de la maternelle et du primaire, on a en tout cas une inscription massive des enfants à l'école. Au niveau secondaire aussi, l'effectif a gonflé. Les filles sont de plus en plus maintenues à l'école. On bouge au moins. Ah ça, je ne peux pas dire qu'on ne bouge pas. Et je pense que le président Patrice Talon a fait des pas de géant même dans ce domaine parce que les repas chauds qui sont servis aux enfants aujourd'hui leur permettent de rester à l'école et de se concentrer sur les études. C'est très important. Mais quelqu'un a dit que tant qu'il y a à faire, c'est que rien n'est fait. C'est exactement ça. Il a dit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aujourd'hui, c'est sûr, il faut le reconnaître. Mais il faut reconnaître aussi que le chemin qui nous reste à parcourir est très très long. Et par conséquent, déjà si nous nous levons aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de rattraper les autres. Mais si en plus nous n'avons même pas conscience des enjeux et des défis, alors là, franchement, nous allons retarder un peu. Parce que, bon, c'est vrai que les enfants qui sont au primaire aujourd'hui, on a un taux de scolarisation qui n'est pas encore tout à fait optimal, mais qui est quand même, on est déjà au-delà de 80%, je crois, de taux de scolarisation. C'est pas rien du tout. Mais est-ce que nous nous projetons dans un avenir où tous ces enfants qui sont en bas âge aujourd'hui, qui sont scolarisés aujourd'hui, est-ce que nous avons un système qui nous permet de les résorber tous dans
de les orienter tous dans un métier, dans un moule où chacun d'entre eux sache faire quelque chose au bout de quelques années. Parce qu'il faut former des ingénieurs aujourd'hui. Nous avons assez formé de littéraires. Nous avons assez formé de géographes qui, ma foi, sont obligés de se reconvertir. Nous avons assez formé de sociologues qui, ma foi, n'apportent pas grand-chose. Nous avons assez formé de docteurs qui, ma foi, produisent des thèses qui ne nous sont pas utiles. Alors, il faut former des ingénieurs maintenant. Il faut former des gens qui soient en mesure d'ouvrir des garages qui réparent nos voitures sans que nous soyons obligés de les voir se rouler dans la boue. Il faut trouver des gens aujourd'hui qui produisent des choses que nous avons besoin d'utiliser, que nous avons besoin d'exporter. Donc, oui, il faut former des ingénieurs en masse et il faut arrêter un peu d'envoyer les enfants massivement dans des facultés qui ne forment pas des personnes pour un avenir, l'avenir dont logiquement nous devions rêver. Alors, vous avez défendu sur ce plateau une éducation qui s'inspire, justement une école béninoise qui s'inspire un peu, je dois dire, des valeurs traditionnelles, etc. Quand vous parlez d'ingénieurs qui fabriquent écoles, qui fabriquent montres, qui fabriquent télé, je ne vois pas quel est le lien, comment est-ce qu'on fait, tout en gardant les valeurs traditionnelles dont vous parlez. Je ne sais pas si nos ancêtres vraiment travaillaient à se projeter dans un avion, etc., dans le temps. Comment est-ce qu'on allie tout ça? En quoi c'est compliqué si nous sommes déjà immergés dans un système et que nous avons déjà fait des études les mêmes que toutes les personnes qui sont sur la terre, parce que je pense que nous avons aujourd'hui tout type d'ingénieurs dans notre pays. Et donc, si nous avons tout type d'ingénieurs, à quoi nous servent nos ingénieurs à nous s'ils ne peuvent pas construire des routes? À quoi nous servent nos ingénieurs s'ils ne peuvent Comment pas... est-ce qu'on leur ajoute la valeur justement traditionnelle comme vous le dites, ou, comme vous le défendez? Mais la valeur traditionnelle, personne ne le leur ajoute. C'est à travers leurs recherches qu'ils tiennent compte de tout ce qui nous entoure. Et comme moi je me plais à l'expliquer, si nous avons des médecins qui ne sont pas en mesure d'utiliser les plantes que nous avons, ce ne sont pas des médecins béninois. Si nous avons des médecins qui ne sont pas capables de faire des compositions qui permettent de guérir les maux que nous avons sans que nous soyons obligés d'aller à la pharmacie acheter les médicaments des autres, c'est que nous n'avons pas formé des biologistes. C'est ça le problème. Donc, il faut que dans les recherches, les personnes qui sont formées soient en mesure de transformer ce que nous avions déjà et qui produisent déjà du résultat. La médecine naturelle du Bénin est exceptionnelle. Il y a peut-être que ceux qui ne se sont jamais approchés, qui se disent que c'est peut-être satanique, c'est de la sorcellerie. Non. Il y avait, comment il s'appelait, un herboriste béninois célèbre, il s'appelait Dossuovo Kwasi Filbert. Il est décédé. Il est décédé. Mais c'est un homme qui, dans la recherche, pour valoriser les plantes et leur utilisation, est allé très loin, a collaboré avec des chercheurs universitaires. Cette personne a fourni des travaux qui, de mon point de vue, devraient servir de base de travail à toute une pépinière de biologistes. Ils n'en font rien. Ils n'en font rien du tout. Parce que lorsque quelqu'un s'est déjà donné la peine de décortiquer, de débarrasser, de faire en sorte qu'on puisse déjà avoir une certaine lisibilité dans la fonction que les plantes peuvent accomplir, toutes les études qui viennent après doivent converger vers ce qui a déjà été fait pour le valoriser davantage, pour apporter davantage de performces. Mais il n'y a plus rien. Depuis que lui il est parti, il a pourtant laissé beaucoup d'écrits. Il y a des livres de Dossuovo Kwasi Filbert dans toutes les maisons. Sur des recettes que les gens utilisent avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de succès. Mais lorsque nous avons des personnes que nous formons tous les jours qui ne s'intéressent pas à ça, à quoi, bon Dieu, voudrez-vous que les gens s'intéressent? Voilà, c'est pourquoi il faut former des gens. Et c'est la recherche scientifique
qui permet de découvrir ce qu'on a envie de découvrir. Mais de quel côté cherchent-ils nos chercheurs? C'est la question qu'il faut se poser. De quel côté faut-il leur recherche? Parce que s'ils cherchaient des côtés où il y a des choses à trouver, ben, dans tous les cas, ils trouveraient quand même quelque chose. N'est-ce pas? Alors, si depuis toutes ces années, le système éducatif n'a pas produit des chercheurs qui nous aient permis de commencer par utiliser des produits du cru, on va dire, des produits naturels du cru, transformés pour notre bonheur, c'est que notre système éducatif, il manque de pertinence. J'ai remarqué cette différence entre les pays francophones et les pays anglophones, en tout cas pour le profil des citoyens qui en sortent. Et la dernière image qui me permet de dire ça, c'est quand je vois certains Olusegun Obasanjo se prosterner et faire même se coucher par terre devant une tête couronnée, c'est quand je vois leur façon de s'habiller, c'est quand je vois combien la culture sud-africaine, par exemple, est fortement présente dans leur habitude et leur comportement, etc. Et on est à se demander si, enfin, nous n'avions pas été colonisés de la même façon. Non, nous n'avons pas été colonisés de la même façon. Et ça, il faut le savoir. Les pays anglophones ont été colonisés selon la règle, selon la règle indirecte. C'est-à-dire que plutôt que de venir s'asseoir et de tout contrôler, de tout régenter, les colons ont préféré, à distance, former des personnes qui, à partir de leurs connaissances, sont capables d'administrer leur pays. Et naturellement, ces personnes ont administré leur pays en tenant compte de leur réalité. Or, chez nous, c'était la règle directe. C'est le colon lui-même qui est venu s'asseoir pour dire ça, c'est pas bon, vous ne faites plus ça. Ça, vous ne touchez pas. Ça, c'est satanique, ça, c'est démoniaque. Les Anglais n'ont pas eu ça. Ceux qui ont été colonisés par les Anglais n'ont pas connu ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, comment on débarrasse justement notre école de cette façon? Parce que j'ai l'impression que ça continue. Hein. Vous n'avez pas l'impression, c'est parce que c'est une succession de transmission de connaissances qui ne varie pas. Ça ne varie pas. Les programmes scolaires ne varient pas. Donc, aujourd'hui, nous continuons de former des personnes à l'école qui ne sont pas des cadres béninois, mais des cadres occidentaux. C'est tout simplement ça. Et comment on fait? On reprend tout le programme. Quel type de politique? Ah, ça, c'est une question que nous allons tous devoir solutionner. Je crois qu'il faut organiser de véritables états généraux. On en a organisé depuis bien longtemps. Oui, on a fait des séries d'assises. Ça dépend à qui on confie, ça dépend des objectifs que les états généraux poursuivent. Non, avec le recul aujourd'hui, on peut encore rattraper quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Il faut constater l'échec. Et quand vous ne constatez pas l'échec, vous avez le sentiment que vous pouvez continuer de foncer. Vous avez le sentiment que vous pouvez améliorer l'existant. C'est un échec. Parce que le type d'homme que nous formons n'est pas conforme au type d'homme qui devrait, en principe, prendre le développement du Bénin en main. Non, il n'y a aucune conformité. Comment formons-nous les Béninois qui soient le moteur du développement du Bénin? Comment formons-nous ce type de Béninois? C'est à cette simple question qu'il faut répondre. Je pense que le président Patrice Talon, à lui tout seul, a dû faire des réflexions, puisque nous constatons que, sans avoir fait d'états généraux, il a identifié un certain nombre de problèmes, à savoir que, bon, il y a un déficit de formation dans le domaine technique, et qu'il faut construire des lycées et des collèges, mais à partir du moment où c'est son programme à lui, à partir du moment où c'est sa réflexion à lui qui a produit ce constat et cette résolution, mais le jour ne sera plus au pouvoir. Quelle sera la valeur de ce projet? Personne n'est lié par ce projet. Et c'est pour ça que nous devons nous asseoir tous, pour que quel que soit le président qui arrive, il y ait un fil conducteur du point de vue de l'éducation, pour que plus jamais l'éducation ne soit la cinquième roue de la carrosse. Que plus jamais l'éducation ne soit un peu reléguée,
que l'éducation soit toujours au centre, mais vraiment au centre de nos politiques publiques et que nous y consacrons beaucoup de ressources. J'ai ici une fois sur ce plateau dit que si c'était nécessaire, il fallait faire un sursaut et investir très massivement dans l'éducation, même si pour ça, on est obligé d'arrêter beaucoup d'autres choses. Oui, justement, et là, ça va être compliqué, non? Parce qu'on a quand même beaucoup de priorités à la fois. La santé, on n'en parle même pas, même si on fait quelques efforts dans le domaine. On vient de parler de l'éducation, le développement des transports, etc. L'être humain dans son développement même et l'aisance dans ces conditions, etc., pose véritablement problème. La question de la sécurité avec tout ce qui se passe au nord du Bénin. Il y a tellement de priorités et peu de ressources que c'est difficile de mettre quoi, la moitié du budget national de l'État d'une année dans l'éducation comme ça directement. Il faut raisonner par l'absurde si c'est nécessaire. Ah oui. Et raisonner par l'absurde, c'est quoi? Nous avons tous une famille. Nous avons tous des enfants. Nous avons tous des revenus. Quelle part de revenus consacrons-nous en tant que père de famille à l'avenir de nos enfants? Pratiquement tout le budget. Pratiquement tout le budget. Et pourtant, nous savons que nous devons avoir une maison, que dans cette maison, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait l'eau, nous devons nous habiller, nous sommes malades, nous devons nous soigner. Nous savons tout ça. Mais il faut voir la part de budget que nous consacrons à l'éducation de nos enfants. Mais ça, c'est à la petite échelle. Exactement. Ce qui se fait à la petite échelle est valable à la grande échelle. Ah oui? Lorsqu'on dit... C'est une simple question de logique, Tanguy. Lorsque personne n'est capable de dire que Mandela a menti, lorsqu'il a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante. Attends. Je n'ai entendu personne dire le contraire. C'est une icône, bon, on respecte un peu sa parole. Si vous pouvez démontrer le contraire, moi j'attends bien que vous puissiez le démontrer. Que qui que ce soit puisse démontrer ici que même sans éducation, on peut aller loin dans le développement. Et on peut y aller loin sur des décennies. Tous les pays qui ont fait un bond spectaculaire, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit les dragons d'Asie, que ce soit le Brésil, c'est à partir de leur système éducatif. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est que le système éducatif qui est l'avenir. Le reste, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour se maintenir. Ce qu'il faut aujourd'hui, pour tout le reste, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour se maintenir. Mais un bon père de famille fait les sacrifices qu'il faut pour que dans 20 ans, il ne soit plus encore en train d'investir sur ses enfants. C'est le calcul que tout bon père de famille fait. J'investis sur mes enfants le maximum pour que dans 20 ans, je n'ai plus à continuer d'investir sur eux, qu'ils soient déjà en mesure de faire mieux que moi dans 20 ans. C'est ce que fait tout bon père de famille. On ne peut pas avoir une autre politique à l'échelle nationale. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de miracle en la matière. Soit vous avez un bon système éducatif qui vous sort de là, soit vous avez un système éducatif qui vous permet de former des gaïmans. En tout cas... il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent, je dois dire, l'allure et le rythme d'évolution de notre système éducatif. Et au-delà peut-être de ce manque de vision des politiques qui se sont succédées à la tête de ce pays, il y a aussi que on est bien tenu à la fois par la bourse et à la gorge par ceux qui s'appellent les partenaires techniques et financiers, sans qui on ne peut pas justement beaucoup investir là-dedans. Vous aviez salué peut-être, je dois dire, cette réforme qui consiste à offrir un plat chaud à un apprenant. On sait comment est-ce que c'est financé. On sait combien les étrangers mettent beaucoup de sous dans le système éducatif et puis qui déboursent, définissent ce que les sous doivent faire, etc. Quand on voit ça dans ce sens, on a beau être rêveur, comme vous le dites, on a beau projeter, on a beau rêver, je dois dire, deux systèmes aussi forts et aussi puissants, les éléments là sont autant de choses qui nous tirent vers l'arrière. Il ne s'agit pas de rêver du tout. Ah oui? Ah non, mais il ne s'agit pas du tout de rêver. Il s'agit d'être réaliste. C'est de réalisme ça? Il s'agit de se rendre compte que on ne peut pas récolter quand on n'a pas semé. C'est clair. On
ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Il s'agit de semer de la bonne graine pour récolter de la bonne graine. Ce n'est pas une question de j'attends la souveraineté, j'attends que d'autres pays viennent m'aider à former mes citoyens. Attendez, non, c'est un domaine de souveraineté absolue. Et c'est une aberration que d'attendre des partenaires au développement pour penser l'avenir des jeunes béninois. C'est impossible. Ça. Vous ne pouvez pas compter sur des partenaires. Si des partenaires veulent l'accompagner, pourquoi pas? Mais on ne peut pas compter sur des partenaires a priori pour inventer le citoyen de demain. C'est à nous qu'il appartient d'avoir cette ambition. Les autres n'auront pas cette ambition pour nous. Et c'est à nous qu'il appartient de nous sacrifier pour cette ambition. Il est très important que chaque Béninois, où qu'il soit, ait conscience que nous avons décidé pour les 20 prochaines années de nous priver du maximum pour que dans 20 ans, nous ayons des enfants qui puissent développer le pays 2 fois plus rapidement que nous. Voilà. On va changer de sujet rapidement. On va parler de cette initiative des partis politiques de l'opposition. Ils ont créé un cadre de concertation la dernière fois, un espace d'échange, dit-il, pour discuter, ma foi, des actions à mener dans la droite ligne, la sauvegarde, entre autres, de la démocratie et bien de choses. Quand des forces se coalisent, c'est toujours bien. Et personne ne peut dire le contraire. C'est toujours une excellente chose que des forces se coalisent. Parce que tant qu'on se parle, il y a toujours quelque chose de positif qui en sort. Et je pense que, à toute proportion gardée, ce cadre a été créé avec beaucoup de retard de mon point de vue. Ah oui? Et ce cadre aurait dû être créé depuis longtemps. À moins que, pendant longtemps, les partis en question n'aient jamais été totalement fixés sur leur position. Qu'ils ne sachent pas trop s'ils sont vraiment de la mouvance, enfin, vraiment de l'opposition, ou bien si, bon, chemin faisant, ils pourraient se retrouver dans la mouvance. Parce que quand on est du même bord politique et qu'on a en face une équipe qui s'organise et qui a les faveurs du pronostic, comme nous en avons aujourd'hui le schéma, on ne peut pas mettre autant de temps à se regrouper. Parce que tous ces partis qui viennent de se regrouper individuellement, ces partis pourraient faire quoi? Rien. Ah oui, mais pour les consultations de 2023, on a quand même vu chacun d'eux approuver sa force. L'opposition a quand même eu 23 il n'y a que les résultats qui comptent. Oui, 23 députés pour l'opposition tout au moins. 23 députés pour le parti Les Démocrates. L'opposition? Non. Puisque tous les partis de l'opposition étaient en compétition. Non. Les démocrates. Toutes les autres forces qui n'étaient pas dans les démocrates espéraient quoi? C'est des partis clientélistes. C'est des partis qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec vous, pas clientélistes. Ils sont allés à la compétition, ils ont rempli les conditions. S'ils n'ont pas le même score. Il y a de nouvelles règles que tout le monde connaît. Oui. Et nous savons très bien que, pris individuellement, en dehors des démocrates, tous les autres partis ne peuvent pas faire grand-chose. Nous le savons très bien. Alors, est-ce que c'était nécessaire qu'ils se fassent du chantage? Pas grand-chose parce que les FCB, quand même, ils ont décroché des mairies dans ce pays. Oui, avant que les démocrates aillent aux élections. Oui, absolument. Depuis que les démocrates se sont mis dans la danse, FCBE n'est plus en mesure de décrocher, ne serait-ce qu'un poste de député. Voilà. Donc, à partir du moment où, dans les rapports de force, on sait à quoi s'en tenir, pourquoi est-ce que on ne se met pas ensemble et qu'on attend un délai qui... Moi, je trouve que c'est... Est-ce que c'est vraiment la bonne formule? Parce que le passé politique de notre pays, quand même, même s'il n'est pas très récent, je crois que c'est quand même récent, 2010, c'est pas si loin que ça, on a vu naître quand même une certaine initiative qu'on a appelée Union fait la Nation. On connaît le résultat, un violent chaos en 2011, par exemple. Et puis, dans d'autres pays de la sous-région aussi, on a vu que les populations, enfin, les partis de l'opposition se sont coalisés et ça n'a toujours pas donné les résultats escomptés. Au Togo, on a vu toutes les forces qui se sont mises ensemble. En Côte d'Ivoire aussi, toutes les forces de l'opposition qui se sont mises ensemble. Résultat, battus par le pouvoir en place. C'est un gros risque qu'ils prennent là, non? C'est un risque qu'ils prennent et la même chose pourrait leur arriver. Oui. Pour la simple raison que le fait de se regrouper dans un cadre de concertation ne fait pas de vous des alliés inconditionnels.
On peut discuter aujourd'hui et demain on dit on ne s'entend plus. N'est-ce pas? Il peut aussi avoir des forces infiltrées aussi. Moi, je pense que la solution la plus simple pour les partis d'opposition, c'est de fusionner en une force très solide. Ah oui? Ah oui, en une force très solide et de laisser tomber les égos parce que ce sont les égos qui font que... L'Union fait la nation nous dit le contraire. Hein? L'Union fait la nation était un regroupement de partis qui, à titre, on va dire, par eux-mêmes, en solitaire, avaient déjà un parcours. Oui. Et donc l'expérience devrait leur permettre, on pouvait supposer l'expérience devrait leur permettre en principe de savoir tel leur ego, de savoir définir les priorités, de savoir projeter les stratégies, les tactiques, etc. et d'avoir des résultats. C'est pour ça que les opposants d'aujourd'hui doivent tirer quelques leçons des échecs des autres par le passé. Parce que le fait de se mettre ensemble ne garantit pas qu'ils iront ensemble aux élections, par exemple. Donc, c'est du dilatoire qui continue. Et les gens continuent de penser que bon, on négocie avec eux, si c'est pas bon, je peux toujours retourner de l'autre côté. Et vous voyez, c'est l'un des problèmes que la réforme du système partisan a voulu régler, mais manifestement, il y en a encore qui continuent de surfer sur ce clientélisme-là. Et le problème majeur, c'est que tout en étant dans un creuset qu'ils appellent celui de l'opposition, pris individuellement, les leaders ont des calculs tout à fait différents. Comment ça? Vous êtes entré dans leur tête? Je ne suis pas entré dans leur tête, mais je sais qu'ils ne poursuivent pas tous le même but. Il y en a qui veulent continuer à rester dans l'opposition, qui ne veulent pas conquérir le pouvoir? Je n'ai pas compris. S'il y en a qui veulent, combattre dans l'opposition, ce n'est pas pour les mêmes raisons que d'autres qui, à la moindre occasion, vont quitter l'opposition. Enfin, c'est ça, chacun a son calepin dans la main et son avenir en ligne de mire. Et ça fait que, tout en faisant semblant d'être ensemble, croyez-moi, ils ne regardent pas dans la même direction. Sinon, la solution la plus simple, c'est qu'ils fusionnent et qu'on ait un ensemble. Est-ce que c'est possible? Si les partis de la mouvance présidentielle ont regroupé 200, 300 partis. Et pourtant, ça continue de l'être, hein, toujours côté mouvance. On a vu quand même, au-delà des deux grands monstres qu'on a, on a quand même d'autres partis, enfin, ils n'aiment pas trop le mot, hein, satellites. Satellites, il faut dire, c'est des partis satellites. Ils n'aiment pas le mot. Donc, satellites. Et ces partis satellites sont condamnés. Ils ne le savent peut-être pas encore, mais ils sont condamnés. Parce que nous avons des textes de loi qui les condamnent. Ils peuvent décider de ne pas mourir, de se battre tant qu'ils veulent, mais ils sont condamnés. Ils sont encore les chances. Hein. Rien ne dit que véritablement la physionomie des élections législatives qu'on a eues en 2023 sera la même qu'on aura en 2026. Et puis chacun joue ses cartes. C'est exactement de quoi il s'agit. Chacun joue ses cartes. Ça fait que même au sein de la mouvance présidentielle, chacun a son agenda dans sa poche. Absolument. Alors si c'est comme ça au niveau de la mouvance présidentielle qui paraît homogène, vous imaginez bien que dans l'opposition, personne ne mélange son avenir avec un groupe qui n'a pas les mêmes objectifs. Ils sont tous ensemble, non pas parce que il y a une idéologie qui les rassemble, non pas parce qu'il y a une philosophie qui les rassemble, non pas parce qu'il y a un idéal qui les rassemble, même pas parce qu'il y a un programme qui les rassemble. Il n'y a rien qui les rassemble. Oui, mais il y a une chose qui les rassemble. Ils ont dit, je crois les avoir entendus là-dessus, ils ont dit nous partageons les mêmes reproches contre la façon de gouverner de Patrice Talon. Et dès lors qu'il y a cette communauté, je dois dire, de reproches au niveau donc des partis, on peut comprendre un peu qu'ils se mettent ensemble. Et ça suffit. Oui, le point d'ancrage commun, c'est les reproches et les griefs contre Patrice Talon. Non, contre la gouvernance de Patrice Talon. Contre la gouvernance de Patrice Talon. Ils ont bien dit depuis depuis 2016 que le Bénin n'a pas eu droit à des élections libres et transparentes et que ça, ils le veulent et tous les partis politiques le partagent. Moi, je vous ai démontré sur ce plateau que nos élections n'ont jamais été véritablement transparentes. On peut faire l'effort d'aller vers la transparence et la liberté dans le choix de nos dirigeants. Et cet effort doit être poursuivi et je suis d'accord avec eux qu'il faut poursuivre cet effort. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut déjà soi-même perdre
en souveraineté ou peut-être en prestige, ce qui favoriserait un groupe. Mais si chacun reste attaché à ses privilèges, si chacun reste attaché à ses avantages, est-ce que ce sont des avantages en tant que parti de l'opposition? Ils ont des avantages. L'avantage, c'est d'être, on va dire, le responsable qui négocie. C'est tout. C'est très important. Et c'est la seule raison pour laquelle ce parti continue d'exister. Dès lors que le système partisan a obligé à la création de grands groupes et que ces grands groupes sont nés de forces coalisées fondées sur des tests et que le leader est élu et peut être démis à tout moment, est-ce qu'il a encore, je dois dire, un intérêt singulier particulier à aller négocier, à être au charbon tout le temps alors que les autres sont là à l'observer, à le guetter pour le bon, il ne faut pas. Ah ben, vous ne savez pas que quand les élections approchent au Bénin, c'est le mercato qui s'ouvre et que, ma foi, ça a été le fonds de commerce depuis 1990 de tous les partis politiques. On a supposé que c'est arrêté tout ça avec la réforme du système partisan. Absolument pas, parce que les hommes n'ont pas changé. On essaye de changer un système, mais les hommes n'ont pas changé. Les tests ont beaucoup changé et les tests peuvent aider les hommes à changer. Les hommes à changer, oui. Mais croyez-moi, les hommes n'ont pas encore changé. Est-ce que ce n'est pas déjà un gros pas que de choisir, de se sélectionner comme on dit, parce que le premier grief qu'on a fait à ce creuset, c'est d'avoir laissé en tout cas en rade quelques deux partis, supposés partis de l'opposition aussi. Je veux penser à Restaurer l'Espoir. Je ne sais pas si c'est un parti qui existe toujours. En tout cas, on fera le débat sur son existence avec le récépissé. Puis le FCBE, le Force pour un Bénin émergent, a aussi laissé en rade. Est-ce que la politique de choix déjà ne définit pas clairement leur volonté d'aller en définissant clairement ceux qui doivent faire le chemin avec eux? Oui, on peut supposer ça. Mais on peut aussi déplorer le fait que des forces aussi importantes que FCBE et Restaurer l'Espoir. Restaurer l'Espoir est une force importante. Aucun député, aucun conseiller, rien du tout, à part son président qui fait des publications sur Facebook là. C'est une force vraiment importante. Mais les autres partis qui sont allés avec les démocrates sont plus puissants que Restaurer l'Espoir. Ah mais moi je ne dis pas, c'est vous qui définissez. Non, en réalité aussi, Restaurer l'Espoir a l'avantage d'avoir un président qui fait beaucoup de bruit. Qui fait beaucoup de bruit, c'est quand même important. Et beaucoup de philosophie. Beaucoup et énormément de philosophie, parce que j'ai l'impression qu'il a lu tous les livres de politique et qu'il tient absolument à nous les faire partager, à nous faire partager le contenu de tout ce qu'il a lu. Mais c'est quand même une force. Et on ne peut pas dire que quelqu'un comme Candide Azanaï, avec le parcours politique qui est le sien, à titre individuel et à titre personnel, ne représente rien dans une opposition. On ne peut pas dire que FCBE, qui est une émanation dont FCBE, dont les démocrates sont l'émanation, n'est pas grand-chose et qu'on peut laisser FCBE en rade. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz et que les conditions pour que tous les partis de l'opposition se mettent ensemble ne sont pas réunies et que les partis qui n'ont pas beaucoup de volonté à faire valoir ont accepté certainement les conditions telles qu'on les a proposées, alors que ceux qui pensent avoir quelque chose à faire valoir ont dit non, nous on ne vient pas dans ces conditions-là. En tout cas, on verra ce que ça va donner ce creuset. 2026 fait bouger beaucoup les lignes. Du côté de la mouvance aussi, je crois qu'on a quelques consultations régulières aussi entre BR et UPR. Même si on ne sait pas véritablement à quoi ça va aboutir, il y a des langues qui disent que ça vise la fusion. D'autres disent que c'est justement pour la gouvernance en griffe concertée, gouvernance politique concertée. Le temps nous dira en tout cas ce qui se passe dans la tête de ces acteurs politiques-là. Alice Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.